Que l'on dispose de la plus grosse fortune familiale, il est naturel d'organiser une fête dans le château le plus chic de France. Cependant, dans les coulisses de cette soirée extravagante se cachent le secret et le mystère. Les images de ces réunions exclusives dépeignent un monde étrange où l'élite vient jouer. On se croirait dans un véritable Alice au pays des merveilles, mais avec des majordomes qui font semblant d'être des chats au lieu d'arborer un sourire du Cheshire. Ils se livrent à des actes qui vous amènent à vous demander si vous êtes à une fête ou dans une scène d'un tableau de Dali. C'est le genre de fête où l'on s'attend à l'inattendu et à bien d'autres choses encore. Dans cette vidéo, nous verrons des images troublantes des fêtes de Rothschild et du rôle de Jacob dans ces fêtes. Les fêtes des Rothschild. La famille Rothschild, connue pour son immense richesse et son influence, détient le titre de plus grande fortune privée de l'histoire. Leur nom est devenu synonyme de pouvoir, de luxe et de secret. C'est en 1957 que la baronne Marie-Hélène Naila Stéphanie Josina van Zuylen van Nievelt van de Haar, membre de la famille Rothschild, épouse son cousin au 3e degré, Guy de Rothschild, qui dirige la banque de Rothschild frères. Cette union a brisé les barrières et provoqué un certain émoi dans la société. C'est la première fois qu'un Rothschild de premier plan épouse un non-juif. En conséquence, Guy est contraint de démissionner de la présidence de la communauté juive de France et Marie-Hélène doit obtenir une dispense spéciale du pape en raison de sa foi catholique. La maison du couple et le lieu du légendaire bal surréaliste était le magnifique château de Ferrières. Ce château du 19e siècle est considéré comme le plus grand et le plus luxueux de France. Inspiré par les Mentmore Towers de son cousin dans le Buckinghamshire, l'ancêtre de Guy, le baron James de Rothschild, demanda à l'architecte Joseph Paxton de me construire un Mentmore, mais 2 fois plus grand. C'est ainsi que le château de Ferrières a vu le jour avec ses 80 chambres d'hôtes, ses 30 km² de forêt, son hall central époustouflant de 120 pieds et ses éléments architecturaux étonnants tels que les colonnes d'Atlas et les cariatides sculptées par Charles Cordier. Le château abritait également une bibliothèque de plus de 8000 volumes et un jardin à l'italienne de style néo-renaissance, ce qui ajoutait à son attrait et à sa grandeur. Cependant, l'histoire du château n'a pas été exempte de défis. Il subit l'occupation pendant la guerre franco-prussienne et est à nouveau saisi par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Après plusieurs années d'inoccupation, Marie-Hélène a décidé d'entreprendre un projet de rénovation en 1959, insufflant une nouvelle vie au château et le transformant en un épicentre hédoniste de la haute société européenne. Le château de Ferrières, remis à neuf, est... Vous voyez ce livre, il est best-seller sur Amazon, 4.7 sur 5, des dizaines de commentaires, numéro 1 des ventes. Et pourtant, il n'a pas été publié par une... est devenu le terrain de jeu de la noblesse, des stars d'Hollywood, des artistes, des musiciens et des créateurs de mode. Yves Saint-Laurent y côtoie Brigitte Bardot et Grace Kelly, créant un mélange enivrant de glamour et de créativité. L'attrait des fêtes organisées au château était si irrésistible qu'une éminente personnalité sociale a même menacé de se suicider si elle n'était pas invitée à la prochaine. Avant de parler de Jacob et de ses activités, évoquons la fête qui a rendu la famille célèbre. Le décor est planté pour l'événement le plus extraordinaire qui soit, le bal surréaliste. Dans la nuit du 12 décembre 1972, Marie-Hélène va libérer son propre chef-d'œuvre surréaliste, captivant les invités dans une nuit qu'ils n'oublieront jamais. Mais que s'est-il passé exactement au bal surréaliste? À quoi ressemblaient les costumes? Et quels secrets se cachent derrière la façade extravagante? Les invitations au bal surréaliste étaient entourées de mystères, avec un code vestimentaire énigmatique. Cravate noire, robe longue et tête surréaliste. Pour ajouter à l'intrigue, les instructions étaient tapées à l'envers, ce qui obligeait les invités à les lire dans un miroir. À leur arrivée, les invités ont été accueillis par un spectacle envoûtant. La façade du château était éclairée, créant l'illusion d'un feu ardent. Une fois à l'intérieur, les invités ont été conduits dans un labyrinthe immersif, une forêt de rubans de toile d'araignée remplie de sombres surprises. Des serviteurs et des valets déguisés en chats s'amusaient à se tripoter et à faire semblant de dormir le long de l'escalier principal, ajoutant un élément de fantaisie à l'atmosphère. Si les invités se perdèrent dans le labyrinthe, ils pouvaient faire appel à un majordome félin pour les aider à retrouver leur chemin. Les invités finissaient par se rendre dans la salle à manger, où un festin surréaliste les attendait. Les tables étaient ornées de tortues taxidermistes et les assiettes étaient recouvertes de fourrure. Mais la pièce maîtresse la plus frappante était un cadavre de mannequin reposant sur un lit de rose, servant de plateforme à la nourriture. C'était un spectacle à la fois effrayant et captivant. L'expérience gastronomique elle-même n'était rien moins qu'extraordinaire. Les fourchettes étaient remplacées par des poissons morts, ce qui ajoutait une touche de bizarrerie au repas. Le menu était rempli de jeux de mots cannibales omnilingues, avec des plats comme le surloin, la soupe extra lucide et mon plat préféré, le fromage de chèvre rôti dans la tristesse post-coïtale.
Parlons maintenant des costumes. Les invités ont véritablement adhéré au thème du surréalisme en portant des tenues qui repoussent les limites de l'imagination. Marie-Hélène elle-même portait une tête de cerf géante sertie de véritables diamants, un véritable spectacle. Audrey Hepburn, l'actrice emblématique, portait un chapeau en forme de cage à oiseaux rempli d'oiseaux vivants, ajoutant une touche de fantaisie à son ensemble. Salvador Dali, le célèbre peintre surréaliste, a conçu plusieurs costumes pour l'événement, mettant ainsi en valeur son sens artistique. Cependant, il a choisi de ne pas porter de costume lui-même, laissant ses créations occuper le devant de la scène. La parfumeuse Hélène Rochas s'est fait remarquer avec un gramophone sur la tête, tandis que d'autres invités portaient des masques et des accessoires inspirés d'œuvres d'art célèbres, comme une pomme devant le visage en clin d'œil au Fils de l'homme de René Magritte. La présence du mannequin Marissa Berenson, qui a joué dans le film de Stanley Kubrick, Barry Lyndon, a ajouté un lien intéressant entre le bal surréaliste et la scène du bal masqué de Kubrick dans son dernier film, Eyes Wide Shut. Au fil de la nuit, les invités ont été plongés dans un monde onirique d'opulence, de secrets et d'expression artistique. Le bal surréaliste est devenu un terrain de jeu pour l'imagination, où la réalité se confond avec la fantaisie et où les limites des conventions sont repoussées à leur paroxysme. Mais au milieu de toute cette extravagance et de cette créativité, que s'est-il réellement passé lors du bal surréaliste? Y avait-il des messages cachés ou des significations plus profondes derrière la façade surréaliste? D'anciennes croyances concernant l'adoration du diable suggèrent que le fait de retourner des lettres ou des symboles chrétiens est un signe de rituel démoniaque. Certains pensent que cela s'est produit lors du bal, mais il n'y a aucune preuve d'un quelconque rituel, diabolique ou autre. D'autres affirment que le bal était truffé de symboles francs-maçons et Illuminati, comme les sols en damier. Il est vrai que les francs-maçons utilisent des sols en damier, mais ils considèrent qu'ils représentent l'équilibre entre le bien et le mal, en remontant jusqu'à l'Égypte ancienne. Le labyrinthe à l'entrée est considéré comme un symbole du voyage de la vie vers la complétude et la connexion avec une puissance supérieure. Certaines personnes pensent que les poupées sur les tables de la fête font allusion à des sacrifices humains, mais il n'y a aucune preuve de cela. L'actrice Marissa Berenson a assisté à la fête et a ensuite joué dans un film de Stanley Kubrick. Kubrick a filmé un bal masqué dans une propriété appartenant aux Rothschild qui ont organisé la fête. Certains pensent qu'il s'agissait d'un message secret sur leur pouvoir, mais il est plus probable qu'ils voulaient simplement être bizarres. En fin de compte, seuls ceux qui étaient présents et qui faisaient partie du club connaissent toute l'histoire. Suite au récent décès de Jacob Rothschild, un utilisateur de TikTok a posté ce qui semble être une séquence floue des années 70, montrant prétendument Jacob Rothschild engagé dans des activités louches lors de l'une des fameuses fêtes secrètes de la famille. La vidéo, aujourd'hui supprimée, a immédiatement suscité la controverse et la spéculation de nombreuses personnes mettant en doute l'authenticité des images. Dans un premier temps, la vidéo floue a semblé être réelle, car les vieilles images sont souvent floues. Cependant, les experts ont découvert qu'il s'agissait d'un faux après l'avoir regardé de près. Les gens ont alors recommencé à parler de vieilles rumeurs et de théories du complot concernant la famille Rothschild. Les gens disent depuis longtemps que des choses étranges, voire occultes, se produisent lors de leurs fêtes. Ces rumeurs s'expliquent par la richesse et la puissance de la famille. Les rumeurs sur les soirées Rothschild ne cessent de circuler, même s'il n'existe aucune preuve solide. Les gens sont curieux parce que la famille est très privée et que ces réunions sont mystérieuses. Certains pensent que ces fêtes sont simplement très chics et inhabituelles, tandis que d'autres se demandent s'il ne se passe pas quelque chose de plus sombre. Nous ne connaîtrons peut-être jamais la vérité sur les Rothschild, tant ils sont secrets. Mais la récente controverse nous rappelle que les gens s'intéressent toujours beaucoup à cette famille mystérieuse. Explorons d'autres fêtes extravagantes et inoubliables qui ont marqué une époque. Le 40e anniversaire d'Elizabeth Taylor, célébré en 1972, est l'une des fêtes les plus somptueuses de la haute société du dernier demi-siècle. Malgré les circonstances particulières de l'événement, Richard Burton, le mari d'Elizabeth Taylor à l'époque, n'a pas lésiné sur les moyens pour créer une fête vraiment inoubliable. La fête a eu lieu pendant que Burton tournait le château de Barbe Bleue à Budapest, ce qui n'était pas très pratique pour le couple. Cependant, Burton y a vu l'occasion d'organiser une grande fête à l'étranger pour sa femme, afin que son anniversaire soit célébré avec style. La liste des invités à l'anniversaire de Taylor était tout à fait extraordinaire. Des personnalités du monde du cinéma, de la royauté et de la haute société étaient présentes. Marlon Brando, Michael Caine, le baron et la baronne Guy de Rothschild, la princesse Grace de Monaco et Raquel Welch n'étaient que quelques-uns des noms illustres de la liste. Burton a généreusement payé le billet d'avion de chaque invité, à l'exception de leur date. L'un des moments forts de la soirée a été le cadeau que Burton a offert à Taylor. Il s'agissait du légendaire diamant Taj Mahal, une pièce de joaillerie historique et précieuse. L'histoire de ce diamant est fascinante. Il a été offert au XVIIe siècle par l'empereur moghol de l'Inde, Shah Jahangir, à son épouse préférée, Mumtaz Mahal. Le diamant portait son nom et aurait inspiré la construction du Taj Mahal après sa mort.
Ce cadeau a ajouté une touche supplémentaire de luxe et de sentiment à la cérémonie déjà extravagante. Malgré les inconvénients liés au calendrier de tournage de Burton, la fête est devenue un rassemblement de la crème de la société, dans une atmosphère de luxe et de fête. Cette célébration restera à jamais dans les mémoires comme l'une des fêtes les plus extravagantes et les plus mémorables de la haute société de... Est-ce que tu savais que tu peux gagner ta vie en écrivant de simples textes d'où tu veux sur Terre? Depuis un café en ville, au bord de la plage, dans... Ces 50 dernières années, où la liste des invités, le lieu et les cadeaux extravagants se sont combinés pour créer une soirée d'une opulence sans pareille. La Tommy Subway Party, qui s'est tenue en 1975, est l'une des fêtes les plus somptueuses de la haute société du dernier demi-siècle. Ce qui a rendu cet événement vraiment remarquable, c'est son emplacement unique et la convergence de stars hollywoodiennes, d'icônes du rock et de personnalités de divers secteurs d'activité. La fête s'est déroulée à l'intérieur de la toute nouvelle station de métro de la 57e rue à New York, ajoutant une touche inattendue aux festivités. Elle a été organisée pour célébrer la première de l'opéra Rock Tommy, basé sur l'album emblématique des Who. Le choix du lieu a été un coup de génie, car il a parfaitement capturé l'essence du film et a ajouté un élément d'excitation et de nouveauté à la fête. La liste des invités à la Tommy Subway Party était on ne peut plus étoilée. Des personnalités du monde du spectacle, telles que Bill Murray, John Belushi, Gilda Radner, Harold Ramis et Joe Flaherty étaient présentes. La présence de ces légendes de la comédie a ajouté à l'atmosphère déjà électrisante. Mais l'attrait de la fête ne s'est pas arrêté là. Des stars d'Hollywood et des icônes du rock se sont mêlées aux invités, créant une expérience inoubliable. Des célébrités comme Andy Warhol, Elton John, Anne-Margaret, Jack Nicholson et Lauren Bacall ont ajouté une touche de glamour et d'excitation à l'événement. Le mélange de ces figures emblématiques, issues de différents secteurs d'activité, a créé une atmosphère unique et électrique vraiment inoubliable. La Tommy Subway Party de 1975 restera à jamais dans les mémoires comme l'une des fêtes les plus somptueuses de la haute société de ce dernier demi-siècle. La première investiture de Ronald Reagan, en 1981, a été une démonstration éblouissante d'opulence et de grandeur, consolidant sa place parmi les fêtes les plus somptueuses de la haute société du dernier demi-siècle. Avec un coût stupéfiant de 8 millions de dollars, elle a surpassé toutes les inaugurations précédentes en termes d'extravagance. L'événement a été une fête pour les sens, avec des spectacles de lumière laser hypnotiques qui ont illuminé le ciel nocturne. 2 feux d'artifice massifs ont ajouté une touche de magie et de spectacle à l'événement, captivant le public et créant une atmosphère de fête et d'émerveillement. Mais le divertissement ne s'est pas arrêté là. Des dizaines d'artistes de renom sont montés sur scène, garantissant que les festivités soient remplies de vedettes et de performances inoubliables. Des musiciens aux acteurs, l'affiche était un véritable « who's who » de l'industrie du divertissement, offrant une nuit de divertissement et de glamour ininterrompue. Elizabeth Taylor et Hugh O'Brian, 2 célébrités bien aimées, ont été les maîtres de cérémonie des bals inauguraux. Leur présence a ajouté une couche supplémentaire de prestige et d'excitation à l'événement, car ils ont guidé le public à travers les festivités de la nuit avec grâce et charme. Pour rehausser encore l'expérience luxueuse, des limousines sont venues de New York pour conduire les invités à leurs différents événements. Ce souci du détail et cet engagement à fournir le plus grand confort et la plus grande commodité aux participants ont ajouté du luxe à l'occasion. Le gala du Met de 1995 marque un tournant dans l'histoire des fêtes de la haute société, marquant un tournant dans l'évolution de l'événement et consolidant son statut de l'un des rassemblements les plus somptueux du dernier demi-siècle. Cette transformation a été menée par Anna Wintour, rédactrice en chef de Vogue, qui a été invitée à animer le gala par le Costume Institute du Metropolitan Museum of Art. Avant 1995, le gala du Met était une affaire isolée, à laquelle assistaient principalement les membres de l'institution culturelle new-yorkaise. Cependant, l'implication de Wintour a provoqué un changement sismique, transformant le gala en une fête éclatante, réunissant des détaillants, des éditeurs, des célébrités et des marques. Il est devenu une célébration de la mode, de l'art et de la culture à grande échelle. Le thème du Met Gala 1995 était tout simplement la haute couture, ouvrant la voie à la future transformation de l'événement. Ce thème a accueilli un grand nombre de top modèles, dont Kate Moss et Naomi Campbell, qui sont devenus les visages de l'industrie de la mode. Avec Wintour à la barre, le Met Gala est devenu une plateforme où la mode occupe le devant de la scène. Il met en valeur l'intersection de l'art et du style en réunissant la crème du monde de la mode. Ce changement dans la liste des invités et l'accent mis sur la mode ont ouvert la voie au Met Gala tel que nous le connaissons aujourd'hui. Un spectacle de stars qui captive le monde par ses thèmes audacieux, sa mode à couper le souffle et ses moments inoubliables. Le Met Gala 1996, organisé par Elizabeth Tilberas, rédactrice en chef du Harper's Bazaar, est une autre soirée mondaine qui a marqué le monde de la mode. Avec son thème centré sur Christian Dior,
Le gala est devenu une célébration de la maison de couture emblématique et de son influence durable. Le Met Gala 1996 a été marqué par la présence de la princesse Diana, qui a assisté à l'événement et est devenue le centre de l'attention. Le buzz médiatique autour de sa présence a atteint son paroxysme lorsqu'il a été révélé qu'elle porterait le premier look de John Galliano pour Dior. Ce choix a fait la une des journaux et a suscité un immense enthousiasme, car il mettait en évidence la fusion de la royauté et de la haute couture. Ses choix en matière de mode ont toujours été suivis de près et imités, et sa décision de porter la création de Galliano a encore renforcé son statut d'icône du style. La couverture médiatique de sa présence et de son superbe ensemble a créé une frénésie d'anticipation et a renforcé le statut du gala comme l'une des fêtes de la haute société les plus somptueuses et les plus influentes du dernier demi-siècle. Le White Fairy Tale Love Ball de Valentino, organisé en 2011, était une fête de la haute société qui transportait les invités dans un monde d'enchantement et d'extravagance. L'événement s'est déroulé au château de Whiteville, une résidence du XVIIe siècle située en périphérie de Paris, où vivait autrefois l'une des maîtresses de Louis le Roi Soleil. Ce lieu unique constituait la toile de fond idéale pour une soirée d'opulence et de grandeur. Le White Fairy Tale Love Ball s'est distingué par la présence de l'élite de la mode. Anna Dello Russo, Olivia Palermo, Daphne Guinness et les membres des familles Reutefeldt et Missoni ont ainsi honoré l'événement de leur présence. Leur style impeccable et leur sensibilité à l'avant-garde de la mode ont ajouté du glamour à cet événement déjà somptueux. Cependant, le White Fairy Tale Love Ball n'était pas seulement une question d'indulgence et de luxe. Il s'agissait également d'une œuvre de bienfaisance. L'événement a été organisé pour soutenir la Naked Heart Foundation du mannequin Natalia Vodianova, qui vise à apporter soutien et assistance aux enfants ayant des besoins particuliers. Cet aspect philanthropique a ajouté de la profondeur et du sens à cet événement extravagant, rappelant aux participants l'importance de rendre l'appareil et d'avoir un impact positif sur la société. Le White Fairy Tale Love Ball de Valentino en 2011 restera à jamais dans les mémoires comme l'une des fêtes les plus somptueuses de la haute société du dernier demi-siècle. Son emplacement unique, le rassemblement de l'élite de la mode et une cause caritative se sont combinés pour créer une soirée d'une beauté et d'une générosité inégalée. Cette célébration a captivé l'imagination, ébloui les sens et laissé une impression durable à tous ceux qui y ont assisté. Avant de nous laisser entraîner dans ces affaires somptueuses, parlons de Jacob Rothschild. Jacob Rothschild. La famille Rothschild est une dynastie bancaire influente dont l'histoire remonte au XVIIIe siècle. Tout a commencé avec Mayer Amschel Rothschild, un entrepreneur visionnaire qui a jeté les bases de ceux qui allaient devenir l'une des familles les plus riches du monde. Après la mort prématurée de ses parents, alors qu'il n'avait que 12 ans, Mayer Amschel a appris les subtilités du commerce en travaillant avec des proches et en faisant un apprentissage à Hanovre. De retour à Francfort, en 1763, il s'établit comme marchand de pièces rares et noue rapidement des relations avec la noblesse, notamment avec le prince héritier Wilhelm de Hesse. Nous recherchons 276 personnes en France, ce mois-ci. Vous avez plus de 47. L'empire bancaire de Mayer Amschel a commencé à prospérer pendant la période tumultueuse de la Révolution française. Pressentant les opportunités à venir, il envoie ses 5 fils, Nathan Mayer, James Mayer, Salomon Mayer, Karl Mayer et Amschel Mayer, dans différentes régions d'Europe afin d'étendre la portée financière de la famille. Les Rothschild se sont rapidement fait un nom dans le monde de la finance, en devenant des pionniers de la banque internationale et en établissant des succursales dans les grandes villes européennes, telles que Londres, Paris, Vienne et Naples, en plus de leur ville natale de Francfort. Leurs investissements astucieux et leur solide réputation en matière de gestion financière les ont propulsés sur le devant de la scène. Après